Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Il est président, elle est vice-présidente, ils sont mariés femmes et ensemble, ils dirigent le Nicaragua. Cela ressemble à un remake sud-américain de la fameuse série House of Cards, sauf que le héros, Daniel Ortega, est un ancien guerriero. En novembre dernier, il a remporté haut la main la présidentielle pour un troisième mandat consécutif, après avoir fait modifier la Constitution. À ses côtés figure donc sa femme, Rosario Murillo. Beaucoup disent qu'elle est depuis toujours l'éminence grise de son mari. Elle l'accompagnait déjà en 1979 lorsque la guérilla marxiste avait chassé les Somoza. Daniel Ortega faisait alors partie de la junte qui s'était emparée du pouvoir. Tandis que le guerriero chantait les louanges de la révolution sandiniste, les États-Unis de Ronald Reagan, inquiets, décidaient de financer des groupes armés, les Contras, pour freiner la révolution. La guérilla fit 30 000 morts. Malgré la guerre civile, Daniel Ortega est resté à la tête du pays. Il a même été élu président une première fois en 1984, avant de perdre le pouvoir 6 ans plus tard, toujours dans les urnes. Sa traversée du désert a duré jusqu'en 2006, date à laquelle il a repris le contrôle des rouages du pays. L'économie s'est stabilisée et la violence a diminué, mais le pays reste le deuxième plus pauvre de la région, derrière Haïti. Nos reporters Laurence Cuvillier, Mathieu Comin et Vincent Roux sont retournés à Managua, la capitale, pour explorer ce qu'il reste de la révolution promise. Campagne de santé publique dans un quartier pauvre de Managua, la capitale du Nicaragua. Sur le camion, la photo d'un couple omniprésent. Daniel Ortega, le président, et sa femme, la vice-présidente Rosario Murillo. Pruebas del pH, toma de presión, señores. Recuerde, venga que aquí les estamos atendiendo gratuitamente sin costo alguno, porque nuestro comandante y nuestra compañera está preocupado y quiere que ustedes vengan a hacerse todos los exámenes. N'importe qui peut venir se faire examiner, à condition d'apprécier les chants de la révolution sandiniste. Merci à Dieu et à notre président pour ces consultations médicales gratuites. Merci à eux, car nous sommes pauvres. C'est aussi un événement politique? En vrai, c'est notre gouvernement qui a organisé ça, et surtout la camarade Rosario Murillo. L'ex-guerriero révolutionnaire est désormais rééligible à vie. Sa femme, une poétesse, l'a rejoint au pouvoir l'année dernière. Et le héros national, Augusto Sandino, est la référence constante des discours officiels. Un ouvrier qui lutta dans les années 1930 contre un gouvernement marionnette des États-Unis. En 1979, les sandinistes suivent son exemple et renversent la dynastie Somoza, une dictature pro-américaine. S'ensuivirent 11 ans de guerre civile entre les guerrilleros et les Contras financés par les États-Unis. Daniel Ortega fut un commandant révolutionnaire de la première heure. Mais aujourd'hui, selon ses anciens compagnons d'armes, il n'y a plus rien de sandiniste en lui. Dans les années 1980, Oscar était un grand reporter de guerre. Aujourd'hui, il essaye tant bien que mal de continuer à exercer, malgré les limitations imposées par le gouvernement. Plusieurs enfants d'Ortega contrôlent des médias. Ils ont acheté presque tous les médias électroniques du pays. À tel point qu'au Nicaragua, il n'y a plus que 3 médias indépendants. Canal 12, La Prensa et El Confidencial. Parce qu'il appartient à l'un des derniers bastions de la presse libre, Oscar se voit refuser l'accès à presque tous les événements officiels. Aujourd'hui, c'est avec une amère nostalgie qu'il se souvient de la Révolution.
Ce front sandiniste est vraiment très loin du projet de nation qu'il portait avant. Il n'y a plus rien, tout a disparu. Fini l'inspiration des poètes, des écrivains, des musiciens, des artistes. Il n'y a plus ce souffle des années 80, quand tout le monde chantait, tout le monde y croyait. La révolution, c'était de la poésie et de l'amour. Maintenant, ce qu'il en reste, c'est une dynastie familiale. Tout ce qu'il a combattu et critiqué, aujourd'hui, il l'a complètement reproduit. Il circule dans des Mercedes à 200 000 $. Des caprices de luxe facilement visibles dans le pays le plus pauvre d'Amérique latine. Quand la nuit tombe sur Managua, on ne voit plus que 134 arbres de métal géants. L'installation de ces arbres de vie, comme on les appelle ici, a coûté plus de 3 millions de $. Et au milieu de l'avenue principale, le portrait du grand allié défunt, Hugo Chavez. Tout sandiniste et chaviste qu'il se déclare, Daniel Ortega a depuis longtemps rangé son anti-impérialisme au placard. Nous sommes à Esteli, dans le nord du pays. Ces champs de tabac fournissent chaque année plus de 150 millions de cigares au marché américain. Cette fabrique a ouvert ses portes il y a 6 ans et fonctionne à plein régime. Tous les chefs d'entreprise du tabac sont étrangers et ils trouvent ici une main-d'œuvre très qualifiée. Dans la région, le nombre de fabriques de cigares est passé de 11 à 32 en 10 ans à peine. Esteli est désormais l'une des plus grandes zones de production au monde. Chaque année, Wenceslao voit les cigares de son syndicat de producteurs gagner de nouveaux marchés, grâce à des conditions très favorables. Tenez, ça c'est un Padron 45, c'est un tabac fort par tradition. La majeure partie des fabriques sont en zone franche. Et c'est donc exonéré d'impôts? Oui, ça nous libère de quelques impôts. La grande majorité des entreprises ont un capital américain. Des 200 millions de cigares qu'on produit, 84% sont destinés au marché américain. Donc, on parle d'un leader sandiniste qui invite à produire gratuitement sur son sol par le capital américain pour le marché américain? Oui, c'est un peu ça. Depuis plus de 15 ans, le Nicaragua recevait des flux de capitaux de l'allié idéologique vénézuélien. Mais Ortega a joué sur les deux tableaux. Il s'est aussi attiré la sympathie des grandes entreprises américaines ou chinoises. Notamment en accordant une concession de plusieurs milliers de kilomètres carrés à un milliardaire chinois pour la construction encore hypothétique d'un canal transocéanique. Carlos est lui aussi un ex-sandiniste. Il tient à nous emmener dans un haut lieu du pouvoir, enfin si l'on peut dire. Car c'est depuis ce cimetière tranquille qu'a été exercée ces derniers mois la présidence de l'Assemblée nationale. Ça, c'est le caveau de la famille Núñez. René Núñez a été président de l'Assemblée nationale de 2008 à janvier 2007. Curieusement, il est mort en septembre 2016, des suites d'une longue maladie. Carlos est un ex-député d'opposition. Il a assisté à cet étrange épisode au cours duquel le pouvoir législatif est resté entre les mains d'un défunt. Depuis qu'Ortega est arrivé au pouvoir, il a instauré des croyances ésotériques autour de l'immortalité. Il a publié des décrets indiquant que certains grands personnages du pays sont en transition vers l'immortalité. Ça, ce sont des idées de la vice-présidente Rosario Murillo. Alors que des élus bien vivants quant à eux ne pouvaient plus exercer leur mandat. Carlos, comme tous les députés du Parti libéral indépendant, a été arbitrairement démis de ses fonctions en juillet 2016. Là, c'est le document qu'on a déposé à la Cour d'appel de Managa, où l'on rappelait que nous sommes des députés élus et qu'aucune loi ne permet au Conseil supérieur électoral de nous destituer sans justification, sans procès.
Mais la très sandiniste Cour suprême a fait la sourde oreille. La justice est entre les mains d'Ortega et elle nous a été refusée. Ce fut la démolition de ce qu'il restait de démocratie au Nicaragua. Nos voix au sein du Parlement. Maintenant, il n'y a plus personne pour critiquer Ortega. Bouté hors de l'Assemblée nationale, Carlos est revenu à son travail d'exploitant agricole. Lui et sa famille étaient des sandinistes convaincus. Son frère aîné a été tué au combat pendant la guerre civile. Carlos emploie aujourd'hui 80 personnes. Mais aucun de ses employés ne bénéficie des programmes sociaux censés être accessibles à tous. Les programmes sociaux du gouvernement ont une très nette tonalité politique. Il faut avoir le consentement du secrétaire local du parti, avoir sa carte de membre. Les aides que les secrétaires locaux du parti reçoivent, ils les donnent d'abord à leurs familles et à leurs amis, aux militants ou aux représentants locaux du gouvernement. Retour près de Managua. Dans ce village pauvre, ces aides sont bien arrivées à quelques-uns. Quand elles voient des étrangers comme ça, là, elles deviennent un peu anxieuses. Il y a 10 ans, Amparo a reçu une vache dans le cadre d'un programme social destiné à encourager la petite production fermière. Ma première vache a eu plusieurs veaux et je les ai gardés. Aujourd'hui, j'ai donc du lait pour mes enfants. Mais la plupart des bénéficiaires du programme n'ont pas eu la même persévérance. On est beaucoup à avoir reçu des animaux, mais la majorité n'en ont pas pris soin. Ils les ont mangés ou les ont vendus. Moi, je veux produire de plus en plus grâce à elles. Amparo a toujours été une fidèle d'Ortega. Elle s'est donc vue offrir d'autres gratifications. Regardez, le gouvernement, là, m'a aussi offert les tôles pour le toit. Alors j'ai rénové ma maison et nous n'avons plus de fuite d'eau. Ortega, je ne vais pas le critiquer parce qu'il nous a apporté de grands bénéfices. Mais il a éliminé toute opposition dans le pays, non? Bon, j'ai rien à dire là-dessus. Je ne vais pas me plaindre de lui. Il nous a vraiment aidés. Chaque jour à midi, Amparo allume sa télé pour écouter sur la principale chaîne du pays le monologue de la vice-présidente. Bien, amigos televidentes, a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, le escuchamos. Buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Agenda du gouvernement, météo, horoscope ou encore conseil de cuisine. À aucun moment, le couple présidentiel ne se laisse oublier. Aquí estamos, gracias a Dios por salud. Y dándole gracias a Dios también por la vida, por la paz, por la tranquilidad que tenemos en nuestra Nicaragua bendita. Pendant ce temps, l'opposition anéantie tente de renaître de ses cendres. Nous allons commencer par nous présenter pour mieux nous connaître. Il faut tout reprendre à zéro. Une seule idée unit les habitants venus participer à cette discrète réunion. Le rejet des dérives dictatoriales d'Ortega. Mais ils viennent de tous les horizons politiques. Nous devons continuer d'exiger le droit à des élections libres au Nicaragua. C'est un moment politique très difficile. Une grande partie de la population est mécontente ou découragée. Et on sait que notre seule option, c'est de recommencer à nous organiser. Avec toujours la même difficulté, communiquer sans devenir trop visible pour ne pas s'exposer à la répression. J'ai des amis qui, pour avoir distribué de simples tracts anti-Ortega dans la rue, ont été accusés de trafiquer de la drogue et jetés en prison. En ce moment, au Nicaragua, il n'y a pas officiellement de prisonniers politiques, parce que tous sont accusés de trafic de stupéfiants.
Alors, à l'étranger, on croit que ce sont des narcotrafiquants, pas des prisonniers politiques. Mais en surface, le Nicaragua garde les apparences d'un pays où il fait bon vivre. Parcs aquatiques, installations touristiques ou mariages en masse, comme ici au bord du lac de Managua. Tout passe par l'omniprésent gouvernement. Ce sont les camarades Daniel Ortega et Rosario Murillo qui ont organisé tout ça. Nous sommes comblés, grâce à Dieu et à notre président, qui nous a restitué toute cette activité sociale et économique. Nous sommes bénis. Le Nicaragua, un pays qui a soif de paix sociale, alors que la guerre est encore dans toutes les mémoires. Ortega a donc pu consolider son pouvoir sans craindre une autre révolution. Le nom d'Augusto Sandino est encore dans tous les discours, mais ses idéaux semblent désormais passer sous silence. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. En 2016, le mouvement Sans Terre recensait 61 assassinats d'activistes au Brésil. 20% de plus qu'en 2015 et un chiffre record pour le pays en 13 ans. Selon Global Witness, entre 2010 et 2015, 206 meurtres ont été perpétrés, faisant du Brésil le pays le plus dangereux pour les défenseurs de droits liés aux terres. La violence se concentre aux frontières de l'Amazonie, une zone fortement touchée par l'intensification et l'expansion de l'agro-business, de l'exploitation des minerais, des grands travaux et du trafic de bois, augmentant les affrontements entre les entreprises et les communautés paysannes et indigènes. Bien que les droits à l'accès aux terres et aux ressources naturelles pour les communautés indigènes soient reconnus par la Constitution au Brésil, seulement 1% de la population détient presque la moitié des terres. Des communautés qui se sentent abandonnées par l'État dans une zone décrite comme le Far West du XXIe siècle où la loi ne semble plus s'appliquer. Rencontre avec ces activistes qui, malgré les menaces, continuent de faire valoir leurs droits. Un reportage signé Fanny Lothaire et Harold Grenouillot. L'attaque a eu lieu il y a 2 mois à peine. Soignés dans cette chambre d'un centre de santé tenu secret pour leur sécurité, ces Amérindiens de l'ethnie Gamela sont des miraculés. Sa jambe, regardez, elle a été coupée, ils ont voulu le démembrer. Et regardez sa main, ils l'ont coupée plusieurs fois dans ce sens. Et dans ce sens aussi. Ils lui ont mis 3 coups de machette, en pleine tête. Et ils ont coupé ma jambe aussi. Le 30 avril dernier, aux confins de l'État du Maranhão, des hommes ont envahi leurs terres, pourtant protégées par la Constitution. Après m'avoir coupé les mains, ils se sont penchés sur moi pour vérifier si j'étais mort. En tout, 17 Amérindiens ont été blessés. On était chez nous. Ils voulaient nous faire sortir de notre territoire pour se l'approprier. Leur intention était clairement de nous exterminer. On est écœurés, on est très inquiets, mais on ne se laissera pas intimider. Je ne fais pas confiance à la police. Ils étaient là au moment de l'attaque et ils n'ont rien fait. L'enquête est au point mort, comme des centaines d'autres ces dernières années. Quelques jours plus tôt, dans l'État voisin, des hommes armés ont envahi un hôpital dans l'État du Pará et ont tué un des leaders du mouvement Sans Terre dans cette région. Valdomiro Costa Pereira a été assassiné sur son lit d'hôpital. Depuis 2010, Amérindiens et paysans Sans Terre dénoncent plus de 280 meurtres, faisant du Brésil le pays le plus dangereux au monde pour les défenseurs des droits des terres. Une violence qui se concentre aux frontières de l'Amazonie.
Un Far West où la loi est rarement appliquée. Tout ça autour de nous, c'est l'Amazonie. Sauf que la déforestation est passée par là. Cette défenseuse des droits de l'homme et ce militant du mouvement Sans Terre viennent enquêter sur des menaces proférées contre les paysans de ce village reculé. Je dormais quand on a frappé à la porte. C'était un monsieur qui disait qu'il venait tuer quelqu'un. Ça ne pouvait être que moi, car j'avais déjà reçu des menaces. Le policier à qui elle a porté plainte n'a pas signé la déposition. Ah, très bien. Je n'étais pas au courant de ça. Je vais le noter et en informer le commandement général de la police. Les autorités locales en général ont des accords avec les propriétaires terriens. Des accords, c'est-à-dire? Des accords, ça veut dire qu'ils reçoivent de l'argent, des faveurs politiques, des appuis. C'est de la corruption. Oui. Et face à ça, on met le plus possible la pression. On informe les autorités publiques, l'État, on ne les lâche pas. Et si on n'a pas de réponse de leur part, on leur dit clairement, si vous ne réagissez pas, vous allez avoir du sang sur les mains. L'objet de toutes les convoitises, c'est 2500 hectares de terre qui appartenaient à l'État et que ces paysans occupaient légalement jusqu'à il y a 10 ans. À partir d'ici jusqu'à là-bas, c'est à l'exploitant agricole. Ils en ont pris possession illégalement, ils l'ont grillé, c'est-à-dire que ce sont des terres qui à la base appartiennent à l'État et ils ont créé des faux titres de propriété. Depuis, il reste à ces 140 familles une petite centaine d'hectares que le propriétaire terrien continue de grignoter. Ils nous ont tout détruit. Et pendant ce temps-là, mon fils, le fils de mon voisin, meurt de faim. À force d'interpeller la presse, Edilvan a reçu plusieurs fois des menaces de mort. Rien que ces derniers mois, en 2017, dans tout le pays, 52 paysans ont été assassinés. Alors faites très attention quand vous allez cultiver vos champs. Au Brésil, la moitié des terres appartient à un seul % de la population, appelée les fazenderos. Parmi eux, Blairo Maggi, le ministre de l'Agriculture, accusé de corruption et de trafic d'influence. Il a refusé notre demande d'interview, tout comme la police locale. Le seul qui a accepté de nous recevoir est le tout nouveau secrétaire aux droits de l'homme. Malheureusement, on vit dans un contexte politique et économique catastrophique. Les dirigeants de ce pays ferment les yeux, s'en mettent plein les poches et font comme si ces conflits sociaux n'existaient pas. On a augmenté les contrôles au sein de la police locale et on essaie de combattre la corruption du gouvernement. Et je crois qu'on commence à obtenir de bons résultats. L'ONU continue de demander des explications pour la mort d'au moins 30 activistes en 2016. Vous allez leur répondre concernant ces cas? Oui, notre gouvernement local se met à leur entière disposition et mènera les enquêtes jusqu'au bout. La démarcation officielle des terres se fait toujours attendre. Dans l'état du Maranhão, le secrétaire vient de créer une commission de protection des victimes de menaces. Mais il faudra des mois, voire des années avant que Amérindiens et paysans ne refassent confiance aux autorités. Le Brésil secoué également par des scandales de corruption à répétition. Dans ce climat, 4 jeunes informaticiens brésiliens ont décidé de créer un pare-feu anticorruption, le premier robot capable d'analyser le budget et les dépenses effectives des élus. Gare donc à ceux qui seraient tentés de tricher. Le reportage de Fanny Lotter et Marlène Aberard. São Paulo, capitale économique du Brésil. Dans un coworking de la ville, nous avons rendez-vous avec Jessica et son amie Rosie, une enquêtrice 2.0. Ça, c'est Rosie, cet écran noir. Elle télécharge toutes les données des frais remboursés aux députés de la Chambre et analyse chaque dépense. Jessica a participé au développement de ce logiciel unique au monde, une sorte de détecteur de mensonges des députés. Si la dépense paraît étrange, elle la dénonce comme suspecte et signale qu'elle mérite d'être enquêtée. Par exemple, là pour les députés, j'ai 13 repas, le même jour et dans des villes différentes. En moins d'1 an, 1000 dénonciations ont déjà été envoyées à la Chambre. Plus de 100 milliards d'euros ont été détournés. Si Rosie n'a pas de force légale, ces informations mises en ligne sur les réseaux sociaux sont une arme plutôt persuasive et poussent certains à rembourser. Je suis vraiment désolé. C'est ce qui arrive aux gens qui travaillent beaucoup. Victor Lippi, par exemple, a présenté ses excuses et a dit que ça n'arrivera plus. Et on espère qu'on ne reverra pas son nom de sitôt.
Le logiciel est accessible à tous, une pression populaire salutaire pour Alessandro Molon, député de Rio, spécialiste d'Internet. On a besoin d'un changement culturel pour que les politiques du Brésil comprennent que la société brésilienne va leur demander de plus en plus de comptes et exiger d'eux un comportement exemplaire. Si le Brésil est champion en la matière, la fraude parlementaire touche bien d'autres pays. Felipe Cabral, un des co-créateurs de Rosi, est actuellement en Italie, où il espère exporter le logiciel avec succès, et pourquoi pas chez nous. Vous aussi, les Français, vous pouvez l'utiliser. Et dans le futur, on sera même capable d'analyser les lois, en croisant les dates de visite des lobbyistes et le vote d'une loi. Il compte transformer Rosi en une arme infaillible contre la corruption d'ici 3 ans. Et il faut faire vite. La politique brésilienne plongée en plein scandale en aurait bien besoin. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de COP24. Suite à la décision de Donald Trump de se retirer de la COP21, les maires de plus de 7400 villes de par le monde se sont engagés à accentuer les efforts qu'ils font au niveau local pour combattre le changement climatique. Des municipalités aux États-Unis, en Europe et ailleurs ont promis de collaborer pour tenir les promesses faites par Barack Obama il y a 2 ans. Ces villes vont mettre en place des normes mesurant la réduction des émissions afin d'évaluer les progrès accomplis. Et elles partageront également des idées sur les meilleures façons de développer des transports publics et des logements écologiques. Aux États-Unis, les gouverneurs de 12 États et de Porto Rico ont affirmé leur intention de poursuivre les efforts entrepris pour tenir les promesses faites par l'Amérique lors de l'accord de Paris, malgré la décision du président Trump de ne plus honorer cet engagement. De nombreuses villes, des entreprises et des universités s'empressent de manifester leur soutien à l'accord de Paris. Les États-Unis sont le 2e émetteur mondial de gaz à effet de serre derrière la Chine. Que peuvent faire des villes, des universités et des particuliers pour tenir les promesses faites lors de l'accord de Paris? Voyez ce reportage de Philippe Crozer et Gallagher Fenwick en Pennsylvanie. Là, on prend l'ascenseur et on va aller tout en haut de la tour de préchauffage. On sera à environ 84 mètres au-dessus du sol. Les volutes de fumée ont disparu au-dessus de cette ancienne fabrique de ciment en Pennsylvanie. Ici, les réglementations en matière de protection de l'environnement ont mis fin à l'activité. La vallée de Lehigh est presque entièrement cernée de montagnes. Au sud, il y a la montagne qu'on appelle Redding Prong, et au nord, les montagnes bleues, qui s'ouvrent sur le massif des Poconos. Mais à l'échelle mondiale, 5% des émissions de CO2 proviennent toujours de l'industrie du ciment. Là-bas, c'est la centrale électrique PPL. C'est une usine qui fonctionnait au charbon, mais à cause de ses émissions en dioxyde de carbone, ils ont dû passer au gaz et au pétrole. Cette vallée verdoyante a longtemps abrité des aciéries, des mines de charbon et des cimenteries, toutes très polluantes. Au moment de sa sortie de l'accord de Paris sur le climat, le président américain a promis la création de nouveaux emplois dans les secteurs qui ont fleuri dans cette vallée. La lutte contre le réchauffement climatique n'est pas une priorité pour Donald Trump. En revanche, certains États, des entreprises, des universités et des villes veulent honorer les engagements pris par les États-Unis sous l'administration précédente. Il y a plein d'initiatives au niveau local. Hélas, quand vous avez le président des États-Unis en personne qui dit que le réchauffement climatique est une supercherie, eh bien ça ne nous aide pas à être audibles auprès de nos administrés. C'est quand même le président, ce qu'il dit a du poids. Mais nous, les municipalités, on n'a pas besoin du gouvernement fédéral pour agir. Mais ça va prendre plus de temps et plus d'efforts. Alors on a signé un contrat avec l'entreprise U-Haul Carshare, spécialisée dans le covoiturage. Ça en fait rire certains, surtout les plus âgés, pour qui ne pas être propriétaire de sa voiture est inconcevable. Mais bon, on a donc 2 véhicules à disposition pour le covoiturage et ça marche très bien. D'ailleurs, on a de la chance qu'il y en ait une au parking maintenant. Quand on est maire, si on veut agir pour le climat, la principale stratégie, c'est vraiment les transports et réduire le nombre de voitures.
De l'éclairage basse consommation et un programme de covoiturage, autant de mesures qui permettent aux autorités locales d'aider à protéger la planète. À travers le pays, des universités veulent faire partie de ces efforts. Ils s'inscrivent dans le cadre d'un programme mis sur pied par l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg. Parmi elles, l'université Lafayette. Je pense qu'il est très important que les collectivités, grandes ou petites, prennent la question climatique très au sérieux. Si les gens commencent à penser qu'on ne pèse pas assez lourd pour agir, alors c'est sûr qu'on n'arrivera pas à atteindre les objectifs. Ce bâtiment universitaire dédié aux sciences sera l'un des plus efficients en énergie de tout le pays. C'est exactement ce genre d'investissement que peuvent faire les universités pour avoir un impact positif sur l'environnement. Et regardez, c'est là-bas qu'on va le construire. Un bâtiment aux normes écologiques, mais qui aura bien du mal à permettre à l'ensemble des installations d'atteindre la réduction des émissions de gaz à effet de serre promise par l'administration Obama. Ces objectifs n'intéressent pas le nouveau locataire de la Maison-Blanche qui veut créer des emplois dans cette région. L'industrie du charbon a vacillé sous l'ancien président démocrate avant de devenir celle que chérit son successeur républicain. Beaucoup de ces travailleurs ont voté pour Donald Trump. Il faut avoir confiance et espérer que nos élus prendront les bonnes décisions en notre nom. Je pense que se soumettre à l'accord de Paris sur le climat n'était pas dans l'intérêt des Américains. Mais se retirer de l'accord, ça oui. Au long terme, ça va créer de nouveaux emplois dans le secteur. Quand vous avez un président qui a à cœur de promouvoir les avantages du charbon, eh bien ça rassure. Je suis tout à fait pour les énergies alternatives. Mais quand vous êtes dans un endroit comme ici, du charbon partout sous nos pieds, eh bien c'est peut-être une bonne idée que de s'en servir, plutôt que de se tourner vers le solaire ou l'éolien. Ces énergies alternatives n'ont clairement pas les faveurs de Donald Trump, qui leur préfère le charbon. Les énergies renouvelables font désormais partie de l'arsenal de celles et ceux qui s'opposent aux politiques du président. Il faut que plus de personnes passent à la vitesse supérieure. Je crois que les Américains, en tout cas ceux qui ne forment pas la base électorale du président Trump, sont en train de faire passer un message. Quoi qu'ait décidé le gouvernement, nous allons faire ce qui est en notre pouvoir pour sauver notre planète Terre. C'est notre maison à tous et il faut la protéger. Tout près, c'est une rangée de panneaux solaires qui alimente cette école primaire en énergie. Dans un pays divisé sur de nombreuses questions, y compris celles qui concernent l'environnement, des initiatives individuelles prennent parfois le relais et vont dans le sens des engagements pris lors de la COP21. Allez, on marque une pause et on se retrouve tout de suite après. Restez des nôtres. Retour sur le plateau de Code 24. La vallée des Bellevilles dans la Vanoise fait partie du domaine des Trois-Vallées. Elle compte 22 villages, dont Saint-Martin-de-Belleville, petit bourg devenu porte d'entrée du domaine. Les Ménuires et Val Thorens, dernière née de 3 stations de la vallée. Celle-ci, la station de tous les records et avec ses 2300 mètres d'altitude, la plus haute d'Europe. Code 24 vous y emmène. Reportage. C'est la plus haute tyrolienne du monde. Elle nous emmène des flancs de la Maurienne aux pentes de la Tarentaise en vol plané. 1 kilomètre de câble à plus de 3000 mètres d'altitude et une arrivée sur les crêtes de Val Thorens, la plus haute station d'Europe, au sommet de la vallée des Bellevilles. Ensevelie ce jour-là sous une mer de nuages.
Dans cette vallée des Alpes, il y a 22 villages, dont Saint-Martin-de-Belleville. Camille Rey est né ici il y a 74 ans. Et il est de ceux qui ont transformé les alpages de ses ancêtres en pistes de ski. Moi j'ai connu ça, il n'y avait pas d'électricité. Donc on s'éclairait à la lampe à carbure. Dans les maisons, il y avait l'écurie, il y avait la grange, on habitait avec les bêtes pour pouvoir se chauffer l'hiver. Alors, habituellement, on sonnait. Salut. Chez nous, on tapait à la porte. Salut, Jeannot. Comment ça va? Camille Rey a été le premier guide de la vallée. Jean-Louis, son compagnon de cordée. Très naturellement, dans nos vallées, il fallait bien, je pense, évoluer un petit peu. Et puis, on est passé de garder les vaches à gravir les montagnes. Et puis voilà. Depuis le premier téléski construit à Saint-Martin en 1958, les remontées mécaniques se sont multipliées, amenant avec elles des amoureux de la glisse et favorisant la création de stations de ski. Les filles, on arrive sur la croisette des Ménuires. On va traverser le pont skieur pour rejoindre la Masse. Les Ménuires, l'une des premières stations alpines avec hébergement et commerce construit sur les pistes. 300 000 vacanciers y séjournent chaque année. Bravo ma belle. Christelle enseigne à leurs enfants les premières sensations de ski. On écarte les skis et on resserre. Et hop, on tourne autour du loup. Il n'y a plus de technique, il n'y a plus de travail. Et l'idée, c'est de faire des jeux tout en apprenant le ski. Et pour jouer, même quand on n'est plus un enfant, il y a bien sûr la luge. À Val Thorens, 6 km de descente en pente douce. C'est la dernière née des 3 stations de la vallée des Bellevilles. Val Thorens, la station la plus haute d'Europe. 2300 mètres atteints en un temps record, grâce au téléphérique le plus puissant du monde, capable de supporter 22 tonnes de charge. L'homme qui a conçu cet appareil, le voici. Denis Chapuis est ingénieur. 3 minutes et demie, 4 minutes. Pour faire combien de mètres? 2000 mètres, 900 mètres de dénivelé. Ça bouche un peu les oreilles quand on monte. Et avant, c'était Val Thorens, haute montagne, une connotation un peu difficile, un climat rude, etc. Donc le fait d'avoir fait cet appareil a fait effectivement vraiment décoller Val Thorens et ce qu'il en est aujourd'hui. Pas de problème, on fait comme ça. Tous les jours, c'est ce téléphérique qu'empruntent Jean-Pierre Barallot et sa femme pour aller travailler. Ce couple de restaurateurs travaille à 3200 mètres d'altitude. Laissant la vallée sous les nuages, Jean-Pierre s'émeut encore du paysage que la montagne lui offre. Allez. On est en train de sortir de la couche de nuages là. Et en fait, on va voir tous les plus hauts sommets des Alpes. Ça nous arrive une dizaine de fois par an, ça, quoi. La cime Caron est un balcon sur les Alpes. Les jours de beau temps, on y contemple du nord au sud plus de 1000 sommets, dont bien sûr le Mont Blanc. Là, en fait, on regarde les Alpes françaises du côté nord. En fait, on voit le côté italien du Mont Blanc. Chamonix, globalement, est derrière. Et puis, vers le sud, alors là, moi, c'est ma vue préférée. Toute la chaîne des Écrins, là-bas, le parc national des Écrins. Là-bas, on est du côté de Grenoble. Là-bas, c'est l'Alpe d'Huez. Là-bas, c'est les Deux Alpes. Et voilà. S'attarder un instant sur le paysage, mais pas davantage. Il faut ouvrir la terrasse, le restaurant, et accueillir l'un des meilleurs ambassadeurs de la station, Jean-Frédéric Chapuis, champion olympique de ski cross. On a la pointure de la station, ouais. Je veux dire, c'est. En plus, il est né ici puisque son père est venu à Val Thorens pour construire le téléphérique qu'on a emprunté ce matin. Et Jean-Fred, ouais, il est de cette première génération de gens nés à Val Thorens. L'un des premiers enfants du pays, qui a sans doute appris à glisser avant même de savoir courir, et qui, avec d'autres, a fait de Val Thorens la capitale mondiale du ski cross. C'est un sport jeune qui plaît beaucoup et tout le monde peut s'essayer. C'est vraiment l'esprit presque Mario Kart où on se tire la bourre gentiment avec les copains. Et ça correspond bien à l'image de Val Thorens. Une réussite que n'avaient sans doute pas osé imaginer les pionniers de la vallée des Bellevilles il y a 50 ans, quand ils rêvaient de transformer leur village en station de ski.
C'est la fin de cette édition de Code 24. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et je vous dis à la semaine prochaine.